Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show, comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Pas mal de news intéressantes cette semaine-ci, notamment le fait que Windows 11 a totalement leaké sur le web. Genre, vous pouvez l'installer même. Il y a un installateur, ou plutôt un ISO qui est disponible sur le web, même si vous ne devriez pas le faire, on en parlera un petit peu plus après. Vous avez aussi des news au niveau du fait que Nvidia aurait menti sur les stocks de RTX 3070 Ti Founder Edition. Vous avez aussi Intel qui a des leaks sur leur prochaine carte graphique qui serait pratiquement aussi puissante qu'une RTX 3070. Ça, c'est plutôt intéressant. Et pas mal d'autres news. Vous avez une table de matière dans la description ainsi que sur la barre de lecture. Allez vers le sujet qui vous intéresse le plus, évidemment. La première news très rapide de la semaine, c'est qu'il y a les Prime Days d'Amazon en ce moment. Si vous ne savez pas, c'est des soldes pour ceux qui ont Amazon Prime, par contre, seulement. D'habitude, je ne traite pas trop des Prime Days parce que selon moi, la plupart des deals, c'est genre des promotions sur des produits que les gens ne voulaient pas de toute façon acheter. Genre, j'ai vraiment cette impression-là. Je pense que quand Amazon contacte les marques pour les Prime Days, tous ceux qui ont du mal à vendre leurs produits en profitent pour faire des promotions. Et bien souvent, vous avez beaucoup de produits vraiment inintéressants. Mais dans ce fouillis de milliers de produits vraiment inintéressants, vous avez de temps en temps des très bons deals. Et en particulier celui-là, que je trouve assez intéressant, c'est le Crucial BX500. C'est un SSD SATA plutôt classique que j'ai recommandé déjà pas mal de fois dans des justement builds. Et ce qui est bien, c'est que vous avez le modèle 2 Tera pour 139 euros. Ça reste un investissement évidemment, mais 2 Tera de SSD pour 139 euros, c'est juste imbattable. Pour information, ce SSD, le moins cher que vous pouvez l'avoir, c'était sur Amazon déjà avant, c'était à 172 euros. Donc oui, le prix qui barre, c'est le prix grand public, hein, c'est pas le prix qu'ils avaient avant. Comme d'habitude, Amazon fait des fausses promotions en quelque sorte. Mais le moins cher réellement, c'était Alternate à 200 euros et LDLC le vend 236 euros. Genre, vous l'avez 100 euros moins cher que chez LDLC, c'est pour dire. Et 2 Tera, c'est pas le SSD le plus rapide évidemment, mais 2 Tera, genre, c'est très confortable. Ça vous permettra de mettre pas mal de jeux qui ont besoin d'une petite accélération par rapport à un disque dur classique. Et vous pourrez même pratiquement mettre deux copies de Call of Duty Warzone, ce qui est plutôt exceptionnel quand même. Presque, pas tout à fait, parce que ça reste Call of Duty Warzone. L'autre promotion que j'ai vue, et vous aurez un lien dans la description vers le Crucial BX500, ça soutient la chaîne, donc si vous l'utilisez, merci à vous d'avance. Mais du coup, l'autre promotion que j'ai vue, c'était l'Acer Nitro 5. C'est totalement différent ici comme promotion. C'est un ordinateur portable 15 pouces avec une RTX 3060. C'est parmi l'un des moins chers avec une RTX 3060. D'ailleurs, encore une fois, le prix barré ici n'est pas le vrai prix normal d'Amazon. Il me semble qu'en temps normal, il est vendu 1150 euros sur Amazon, ce qui est pas mal pour une 3060, un Core i5, 4 cœurs au lieu de 6 cœurs, c'est un petit peu dommage, mais ça va encore, franchement. 8 Go de RAM, ça s'upgrade facilement, c'est pas trop un problème. Et 512 Go de stockage. Vous pourriez mettre le Crucial BX qu'on a vu juste avant, et puis hop, vous auriez 2,5 Tera. Mais ce qui est bien, c'est que les Acer Nitro 5 sont pas les meilleurs portables pour le gaming. Mais ils sont souvent parmi les moins chers, et c'est un que j'ai très souvent vu recommandé, et beaucoup de gens m'en ont parlé dans les commentaires. À chaque fois que je parle d'ordinateur portable, ils me disent « Aurélien, regarde un Acer Nitro 5 ». Du coup, j'en ai acheté un avec la promotion des Prime Day. Et du coup, je vous ferai une vidéo dessus pour ceux qui sont intéressés. Voir ses défauts. Je peux déjà un peu vous les citer. L'écran pourrait être plus lumineux, par exemple. Ça reste une dalle aussi utilisée justement dans l'ordi ici. C'est pas la meilleure dalle que vous aurez dans les meilleurs ordinateurs portables. Elle est suffisante, mais c'est pas la meilleure. Vous avez seulement 8 Go de RAM, ce qui est dommage évidemment. Mais dès que vous rajoutez 8 Go de RAM en plus, ce qui coûte pas énormément cher, ça devient une très bonne petite machine. En tenant compte évidemment que c'est pas parmi l'une des meilleures. Il y a des petits défauts quand même. Mais yep, c'est franchement parmi les ordi portables gaming en tout cas les moins chers. Je sais que ça reste un investissement, hein, 1000 euros. Mais quand vous voyez le prix des cartes graphiques en ce moment, un petit ordinateur portable gaming pour 1059 euros au final, c'est pas si cher franchement. Donc yep, je vous mettrai aussi un lien dans la description pour celui-là, même si je pense pas que beaucoup de gens l'achèteront. Je vais faire une vidéo dessus toutefois pour ceux qui sont intéressés. Et aussi pour information, j'ai des guides prévus dessus. Je vais faire certainement un guide d'upgrade de RAM, un guide d'upgrade de SSD pour ordinateur portable avec. Parce que, quitte à l'acheter, autant le rentabiliser. Ça semble logique. Ah, et pour ceux aussi qui vont se dire, il y a des ordinateurs portables à 600 euros, 700 euros. Il y en a un de chez Dell à 700 euros, dans les Prime Days aussi, mais il a une 1650, ce qui n'est pas la meilleure carte graphique. Enfin, c'est pas mal, mais selon moi, ça ne vaut pas forcément la peine. Vaut mieux prendre un ordinateur portable avec une vraie bonne carte graphique plutôt que prendre quelque chose
qui ne va pas durer dans le temps parce qu'elle a par exemple 4 Go de RAM, ce qui ne durera pas. Donc, yep, personnellement, je prendrais plus avec une 3060. Vous avez aussi des RTX 3050 dans certains portables en promotion sur les Prime Day. Mais les 3050, le problème, c'est qu'elles ont seulement 4 Go de RAM et ça leur casse l'intérêt pour le futur, en fait. Ça les rend beaucoup moins future-proof et c'est... Yep, je prendrais une 3060, personnellement. C'est la carte graphique mobile la plus intéressante qui existe à l'heure actuelle, la 3060. Dans certains cas, vous pouvez même atteindre les performances d'une 3070, surtout quand cette 3070 est largement bridée au niveau de sa puissance. Donc c'est pour dire. Donc bref, dans tous les cas, il y a une vidéo qui arrive là-dessus. Pour ceux qui sont intéressés, on me l'a beaucoup demandé, donc j'espère que vous apprécierez. Ma foi, je l'ai acheté moi-même, comme ça au moins, il n'y a aucun souci de se dire « Oh, est-ce que genre c'est Acer qui sponsorise autre chose ?» Non, c'est moi qui l'ai acheté, c'est sponsorisé par moi-même. Du coup, passons aux vraies news de la semaine. La première news, c'est justement le fait que Windows 11 a totalement leaké sur le web. Et pas juste genre des vidéos et tout ça, même si évidemment il y en a qui ont leaké. Mais carrément, vous avez un ISO de Windows 11 qui a leaké. Donc vous pouvez l'installer. Alors, cet ISO ne peut pas être installé sur un PC traditionnel. Vous pouvez seulement l'installer dans une machine virtuelle. Ou alors, vous devez l'installer sur un PC virtualisé en tout cas. Donc il y en a certains qui l'ont fait avec par exemple Unread et qui ont pu vraiment débloquer toutes les performances. Mais il y en a beaucoup qui l'ont fait aussi dans une machine virtuelle où genre, il était assez bien bridé niveau performance. Du coup, ben voilà à quoi ça ressemble. Directement, les premiers trucs que vous allez voir, c'est les fenêtres sont beaucoup plus arrondies. Ça semble être un design que vous voyez de plus en plus ces derniers temps, que ce soit sur Android ou même sur iOS ou même sur macOS X au final. On voit aussi que, oui, le bouton du menu démarrer et les icônes sont au milieu de l'écran. C'est quelque chose qui perturbe assez bien beaucoup de gens, mais tenez compte que, en fait, on peut le voir dans un autre screenshot plus en bas, vous pouvez le remettre à gauche. Donc, pour ceux qui ont peur, ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours le remettre à gauche. Le menu démarrer a toutefois changé. Vous avez toutes vos applications épinglées, donc ça, c'est ce que vous auriez épinglé vous-même. Et vous avez aussi des trucs recommandés et tout ça. Les trucs recommandés, c'est selon votre utilisation. C'est possible aussi que Microsoft s'amuse à cacher des pubs là-dedans, comme il avait déjà fait par le passé. Du coup, yep, les petites cartes que vous aviez sur Windows 10, dans le menu démarrer, que les gens détestaient au début sur Windows 8, ont disparu au final. Ça va peut-être déranger certaines personnes. Personnellement, ça ne me dérange pas beaucoup. Mais c'est réellement un changement. Pour ceux qui se demandent pour la barre de recherche, si vous commencez à taper quand vous êtes dans ce menu démarrer, ça commence à rechercher comme Windows 10, donc pas d'inquiétude. La barre de recherche est toujours là, c'est juste qu'il faut commencer à taper sur le clavier pour la voir apparaître. Et ça utilise aussi le sous-menu cherche qui est ici. Il me semble que vous pourrez le cacher parce que sur Windows 10, il existe aussi séparé par rapport au menu démarrer, mais vous pouvez le recacher après. Et du coup, ça ne devrait pas déranger. Franchement, quand je vois tout ça, vous pouvez regarder toutes les vidéos leakées et tout ça. Il y a aussi un menu, une version blanche, comme vous pouvez voir. Quand on voit tout ça, ça ressemble juste à un skin de Windows 10. Et franchement, c'est ce que c'est en fait. Windows 11, c'est juste Windows 10++. Avec des changements évidemment importants quand même au niveau visuel, mais pas des changements qui cassent totalement tout. Donc, je peux le dire avec assez de confiance, c'est pas une mise à jour qui va révolutionner énormément de choses, en tout cas d'un point de vue visuel. Et du coup, pour ceux qui utilisent déjà Windows 10, passer à Windows 11 ne sera pas, selon moi, un gros problème. Je pense pas aussi que ça apportera beaucoup de bugs comme ça l'avait fait de Windows 7 vers Windows 10, je vous rappelle. Un autre truc aussi qu'il faut noter, c'est vous avez ce menu, par exemple, qui apparaît à gauche, on l'a vu en bas, avec des widgets. Donc, c'est justement là où il caserait en partie les trucs que vous pouvez accrocher dans le menu démarrer dans Windows 10. Donc, il y a par exemple la météo, les informations et tout ça. C'est quelque chose qu'ils ont déjà rajouté sur Windows 10. Peut-être que vous avez fait une mise à jour récemment et vous l'avez vu en bas à droite sur votre barre des tâches, un petit truc qui vous donne la météo. C'est un petit peu ça en fait. Sauf que moi, ça ne marche vraiment pas ce truc-là. Je suis le seul d'ailleurs. Donc c'est un... Comment il l'appelle ? Je vais aller revoir. Si je fais un clic droit, ça s'appelle Actualité et champ d'intérêt. Voilà, c'est ça que ça s'appelle. Hein. Vous le voyez le menu apparaître là. Et je suis le seul pour qui, genre, on va être honnête, c'est un peu de la merde. Genre, j'essaie d'aller personnaliser les paramètres de ça, de lui dire « Hey, j'habite là pour la météo », parce qu'il me met à un endroit totalement différent. J'essaye de lui dire, et je suis connecté avec un compte Microsoft sur Windows, et du coup, il m'envoie sur Microsoft Edge pour changer les paramètres. Je les change là-bas. Je lui dis que je suis pas intéressé par le foot et tout ce qui est niveau sport, et pourtant, il continue de me mettre des actualités au niveau foot dans ce foutu menu.
What? Je comprends pas. Donc, je l'ai désactivé. Vous pouvez le désactiver pour ceux qui se demandent. Vous faites clic droit sur votre barre des tâches, vous faites actualiser et centre d'intérêt, vous faites désactiver. Et voilà, ça n'existe plus. Et honnêtement, si vous avez le même problème que moi, je vous conseille de le désactiver parce que ça ne donne pas envie de l'utiliser. Genre, vous pouvez même pas le personnaliser selon vos centres d'intérêt, donc à quoi ça sert? Donc ouais, bref. Dans tous les cas, Windows 11 est disponible. Pour ceux qui se diraient « Oh, je vais l'installer pour voir ce que ça donne », je vous le déconseille pour la simple et bonne raison que c'est un build leaké. Vous ne savez pas d'où il vient. Peut-être que quelqu'un a rajouté quelque chose dedans, quelque chose de malicieux. Donc, je vous le déconseillerais. Ça a l'air d'être vraiment juste un build leaké comme ça avec rien dedans, mais pour être sûr, je vous le déconseille de le faire. Si vous le faites, faites-le dans une machine virtuelle pour tester vite fait. Mais sinon, ne le faites pas. Une autre news en rapport avec ça, c'est que Windows 11 aurait aussi des mises à jour qu'on ne voit pas, donc qui seraient cachées en dessous. Il y en a une notamment qui concerne les GPU. Donc, il y aurait une meilleure gestion des multi-GPU, donc pour ceux qui sont sur ordinateur portable, basiquement. Donc ça, ce serait plutôt intéressant. Et une deuxième chose qui aurait été update en arrière-plan aussi, c'est le Task Scheduler de Windows 11. Donc le Task Scheduler, si vous ne savez pas, c'est ce qui permet de gérer les ressources de votre PC et de les allouer au programme. Donc basiquement, quand vous lancez un programme sur Windows 10 même, c'est ce programme de Windows qui va dire « Hey, tu as le droit de tourner sur ce processeur, enfin sur ce cœur de processeur, sur ce thread même, tu as le droit à telle plage de RAM, voilà l'adresse et tout ça. » Il va vraiment allouer les ressources du système justement au programme. Du coup, il est extrêmement important et c'est même quelque chose qui a fait débat plusieurs fois par le passé. C'est ce fameux Task Scheduler, par exemple, qui a été amélioré pour améliorer les performances sur Ryzen, parce que le problème, c'est sur Ryzen, comme il y a des cœurs séparés, vraiment sur des bouts de silicium différents, le problème, c'est que des fois, il donnait à un même programme, il disait « Ok, voilà, prends 4 cœurs », mais il séparait les cœurs sur vraiment deux parties différentes du processeur Ryzen, et du coup, ça a rajouté du délai et ça limitait les performances. Depuis, ça a été amélioré, et ça a vraiment amélioré les performances sur Ryzen. C'est aussi quelque chose que j'ai parlé récemment, justement au niveau de Alder Lake, qui est la prochaine architecture de processeur de Intel. Je vous rappelle que Intel veut faire du big little, c'est-à-dire des gros cœurs puissants et des petits cœurs pas très puissants, ce qui serait très intéressant pour les ordinateurs portables. Un petit peu comme au final fait n'importe quel processeur mobile, ou même la puce M1 de Apple. Et je vous avais dit à ce moment-là que l'un des problèmes qu'il faudra voir, c'est est-ce que Windows va supporter pleinement ça? Parce que si Windows ne sait pas faire la différence entre un cœur haute performance et un basse performance, lui, il va être en mode « Oh, tu lances le dernier jeu à la mode, je vais le donner à ce cœur-là, je sais pas c'est lequel. » Et aussi bien, c'est le cœur basse performance. Donc, ce serait un énorme problème. Je pense que vous devez le voir. Et du coup, quelqu'un a testé, apparemment, donc quelqu'un aurait un sample d'Alder Lake, peut-être un engineering sample, et il aurait testé justement Windows 11 dessus, et il aurait vu une upgrade de performance, tout simplement. Donc là, on peut voir Windows 10 21H1, c'est la dernière update de Windows 10, et Windows 11, la version leakée, offre des meilleures performances dans Geekbench. Et genre, c'est quand même pas négligeable. On passe surtout en multicœur, de 1707 points à 1801. Alors, est-ce que ça veut dire que toutes les performances des PC sur Windows 11 vont être améliorées? Pas forcément. Ici, on parle vraiment d'une amélioration qui concerne un processeur qui en avait vraiment besoin. Donc, on verra bien. C'est intéressant de voir que Microsoft travaille là-dessus. C'est quelque chose d'assez important parce que si Alder Lake veut être intéressant pour les PC, ça devra être fait. Et si aussi AMD prépare une architecture similaire, pour eux aussi, ce sera intéressant que ce soit déjà prêt dans Windows pour donner les meilleures performances possibles. C'est aussi quelque chose qui devrait améliorer les performances pour les processeurs ARM, parce que les processeurs ARM, il existe une version de Windows pour les processeurs ARM, mais jusqu'à maintenant, elle est assez inintéressante. Donc peut-être que ça va aider à améliorer les choses et les rendre plus, on va dire, intéressantes pour ceux qui les voudraient. Ensuite, on a une news qui devrait réjouir pas mal de gens, et c'est le fait que le prix des cartes graphiques a commencé à diminuer et que leur stock a commencé à augmenter aussi sur certains sites de revente, ce qui est évidemment une très bonne nouvelle. Alors, ce n'est toujours pas au niveau de quand les RTX 3000 sont sortis. Il y a encore des prix largement gonflés, mais c'est la première fois qu'on a vraiment une baisse significative sur toutes les cartes graphiques qui sont disponibles sur le marché, à part la RX 6900 XT qui bizarrement a pris du prix, mais toutes les autres cartes graphiques ont baissé en prix. Donc là, on a notamment une vidéo de Hardware Unbox qui vous montre leur propre calcul qu'ils ont fait.
Il me semble que c'est les prix en dollars. Non, ça doit être en dollars normal ou peut-être dollars australiens, mais c'est aussi quelque chose qui a été observé par Tom's Hardware. Et yep, le prix est en train de diminuer, et même il est en train de diminuer chez les revendeurs eBay. Ce qui est encore plus intéressant, parce que je vous rappelle que les vendeurs eBay, bien souvent, ce sont les personnes qui ont réussi à choper des cartes graphiques et qui les revendent pour beaucoup plus cher qu'elles ne devraient être vendues. Et eux, ils les vendent vraiment cher. Donc si même eux ont commencé à baisser les prix, c'est qu'il y a quelque chose qui arrive. Et du coup, quels sont les facteurs de cette baisse de prix? L'un des premiers est certainement le fait qu'il y a de plus en plus de cartes graphiques qui sont fabriquées, la production prend de plus en plus de vitesse, ils essaient d'en sortir le plus possible parce que même s'ils les vendent pour un prix aussi gros et très intéressant pour eux, en vendre plus est encore plus intéressant, tout simplement, ça semble logique à dire. Du coup, la production s'accélère pas mal et donc certainement, il y a du stock qui commence à s'accumuler et du coup, les revendeurs eBay commencent à avoir du mal à écouler leur stock qu'ils ont réussi à choper quelque part. Vous avez aussi une deuxième raison, c'est le fait que le prix de l'Ethereum a chuté depuis quelques temps. Il a chuté en même temps que le prix du Bitcoin et il n'a pas vraiment réaugmenté. C'est ça aussi qui était assez étonnant, c'est qu'on s'attendait au final que ça rebondit et que ça remonte, mais non, il est resté stable. Et du coup, ça veut dire que vous avez des mineurs de Ethereum, surtout avec le nerf des dernières cartes graphiques, même si à mon avis il y aura moyen de contourner ce nerf. Et vous avez certains mineurs d'Ethereum qui ont commencé à juste, en fait, doucement arrêter de miner de l'Ethereum, peut-être même revendre leur stock. Alors la plupart des mineurs l'ont toujours, et tenez compte aussi que c'est quelque chose qui se fera plutôt au niveau des grosses fermes de mining. Donc là, on parle de personnes qui ont acheté des centaines de cartes graphiques. Quand ils vont voir que c'est plus assez rentable et qu'il y a un risque qu'ils n'arrivent pas à revendre les cartes graphiques pour un bon prix, ils vont larguer tout le stock de cartes graphiques sur eBay et ils vont même pas chercher. Donc, visiblement, ça commence petit à petit à arriver, même si tenez compte que c'est pas garanti de 100% arriver. Mais si ça arrive et que tous les, enfin, peut-être pas tous, mais pas mal de mineurs de cryptocurrency commencent à revendre leurs cartes graphiques parce que c'est plus intéressant pour eux, ça pourrait faire cracher les prix, vraiment. C'est ce qui est arrivé pour information avec les GTX 1080 et 1080 Ti, notamment aussi. En 2017 et 2018, quand les RTX 2000 sont sortis d'ailleurs, les prix ont tellement craché que personne n'achetait des RTX 2000. Vraiment, c'était à ce point-là. Surtout qu'elles étaient plutôt chères pour ce qu'elles offraient de performance. Donc, yep. Donc, il y a au final plusieurs facteurs qui commencent à indiquer qu'il y a une baisse de prix. Les stocks aussi commencent à s'accumuler, comme j'ai dit. Donc, par exemple, là, vous avez Case King, qui est un site allemand de vente, évidemment, d'électronique et tout ça. Donc, de tout ce que vous pouvez trouver dans un PC. Et comme vous pouvez voir, bon, les prix sont encore très élevés, mais surtout, il y a du stock. Il y a genre beaucoup de stock. Je peux continuer de scroller vers le bas. Il y a beaucoup de cartes graphiques en stock. Et là, j'étais sur la deuxième page. Si je retourne sur la première page, il y en a encore plus en stock. Vous avez même des RTX 3070 à des prix qui restent très chers, selon moi. Genre 1160 € pour une RTX 3070. C'est vraiment cher. Mais les prix ont commencé un petit peu à être plus raisonnables aussi. Donc ça, c'est intéressant. Et du coup, si les stocks continuent d'être accumulés et continuent aussi d'arriver sur le marché, donc s'il y a de plus en plus de stocks et que le prix continue de chuter, vous devriez voir les sites de vente commencer à graduellement baisser le prix des cartes graphiques. Alors, c'est pas garanti non plus parce que tenez compte que, par exemple, certains sites ont acheté les cartes graphiques pour cher. C'est un truc que j'ai parlé de la semaine dernière de ça. Certaines personnes l'ont mal interprété, mais quand je dis que tout le monde se sucre sur la chaîne, donc les vendeurs, les revendeurs et tout ça, c'est tout le monde. Donc, les sites de vente, évidemment, payent quand même les cartes graphiques plus cher que ce qu'elles devraient être. Donc, par exemple, Case King, je ne sais pas leur prix, mais peut-être que pour cette RTX 3080 Ti, ils l'ont eu pour 1900 € ou peut-être 1850 ou 1800 €. Je ne sais pas trop. Et du coup, eux, par-dessus, ils rajoutent leur marge, qui est souvent en pourcentage. Du coup, forcément, s'ils ont acheté les cartes graphiques pour cher, ils vont pas les revendre moins cher. Ce serait pas du tout intéressant pour eux. Ce qu'ils vont certainement faire, c'est graduellement baisser les prix jusqu'à quand que les gens soient intéressés par un prix. Parce que là, franchement, le fait qu'il y ait autant de cartes graphiques en stock indique surtout quelque chose de très important. C'est que les gens sont pas prêts à acheter pour ce prix-là. Et que du coup, si les stocks continuent de s'accumuler, ils devront baisser les prix ou sinon les gens n'achèteront pas tout simplement. Donc ils vont certainement baisser petit à petit, si ça continue évidemment s'améliorer. Et comme ça, en baissant petit à petit, ils peuvent être sûrs de choper des gens qui vont l'acheter pour un prix qu'ils seraient prêts à payer. Donc par exemple, certaines personnes, quand ils regardent ça, ils se disent « Oh, c'est trop cher ». Mais par exemple, s'ils la voient
1 800 €, ils vont se dire « Oh là, ça devient intéressant ». Ils vont l'acheter aussi bien. Ça ne veut pas dire que tout le monde l'achèterait pour 1 800 €, mais il y en a qui l'achèteraient pour ce prix-là. Puis après, s'il n'y a plus personne qui l'achète, ils vont la mettre à 1 600 €. Et ainsi de suite jusqu'à quand qu'ils arrivent à écouler leur stock qu'ils ont acheté certainement à un très haut prix. Et toujours s'en sortir niveau financier, évidemment. Donc c'est quelque chose qui va prendre du temps. Ne vous attendez pas à une amélioration genre clac comme ça c'est fini. C'est aussi soumis à ce qui se passe sur le marché. S'il y a un énorme boom d'un coup de l'Ethereum à nouveau, les prix vont certainement réaugmenter. Ça dépend aussi qu'il n'y ait pas de catastrophe naturelle qui pourrait affecter la production de cartes graphiques. Ça peut arriver. Mais si tout va bien et que ça continue dans ce sens-là, surtout avec le fait que l'été arrive et qu'il y a des gens qui vont... Il y a des gens qui attendaient pour acheter une carte graphique qui vont se dire « Oh, fuck it, je vais attendre plutôt la fin de l'année ». Vu que la demande va diminuer, certainement, on devrait avoir des prix qui vont graduellement descendre. Et vers la fin de l'année, peut-être, si tout va bien, on devrait avoir des prix qui seront déjà plus honnêtes. Je ne dis pas que les prix seront intéressants, je dirais juste qu'ils seraient plus honnêtes, certainement. Donc on verra bien. C'est plutôt une bonne nouvelle, même si évidemment on n'est toujours pas sorti de l'auberge. Et si, en jouant à votre dernier jeu VR, qu'il y en a très peu qui sortent, vous aviez des pubs directement intégrées dedans, est-ce que ce futur ne vous intéresse pas du tout? Vous n'êtes pas le seul. Mais c'est pourtant le futur que Oculus est en train de tester. Donc je vous rappelle que Oculus était une compagnie qui avait lancé parmi les premiers casques VR assez intéressants. Ils ont été rachetés par Facebook. Et quand Facebook les a rachetés, ils ont fait beaucoup de promesses, genre vous n'aurez pas besoin d'utiliser un compte Facebook. Ils ont cassé cette promesse. Et ils ont aussi fait la promesse qu'ils ne mettraient pas des pubs. Ils viennent de la casser aussi. Donc basiquement, n'achetez pas un casque Oculus. Mais bon, dans tous les cas, ils ont mis des pubs. Alors c'est pas genre pouf la pub apparaît devant vous, c'est plus genre les pubs sont intégrées dans le jeu. Il faut en tenir compte. Donc là, vous voyez qu'il y a une pub ici pour un truc genre de livraison rapide. Et vous pouvez cliquer dessus et le sauvegarder pour plus tard. Parce qu'évidemment, je pense que vous devez bien vous en douter, quand vous êtes en train de jouer en VR, vous n'êtes pas en mode « Oh, une pub, je vais cliquer dessus, aller acheter un truc ». Non, vous êtes en train de jouer en VR. Vous n'avez pas commencé à enlever le casque pour aller acheter un truc. Donc, yep, ils ont mis un système pour basiquement sauvegarder ça. C'est évidemment pas... comment dire, c'est pas forcément Facebook qui va mettre des pubs partout dans tous les jeux VR qui existent, tenez-en compte. Certainement, c'est quelque chose qui devrait être supporté par les développeurs au minimum, mais s'il y a un intérêt financier pour les développeurs, ils le feront forcément. Mais une chose est sûre, ça ne devrait pas exister. Franchement, ça ne devrait pas exister. C'est une très mauvaise chose, honnêtement. Et ça montre que Facebook est juste... Je sais pas ce qu'ils font Facebook depuis des années. Ils sont déconnectés du monde. J'ai l'impression qu'ils voient les critiques des gens et ils se disent non, il n'y a aucune critique. Il n'y a aucun haters. On avance. On avance, on va droit vers le mur et c'est pas grave. Facebook continue de faire, selon moi, des mauvaises décisions sur des mauvaises décisions et c'est de pire en pire en fait. Et ça, c'est juste... Pour moi, ça a tué Oculus. Franchement, maintenant, si je me dis « Oh, je suis intéressé par la VR, il y a un jeu intéressant qui est sorti en VR », je prends pas un casque Oculus. Je vais devoir me connecter avec mon compte Facebook. Et aussi bien, j'aurai des pubs intégrées au jeu parce que le développeur a jugé que c'était intéressant au niveau financier et que Facebook fournit les pubs derrière. Non, c'est franchement, non. Je ne veux pas de ça, personnellement. Donc, yep, pour moi, Oculus est juste mort. Ça n'existe plus. Ensuite, on a une news au niveau smartphone avec OnePlus qui a annoncé, pas celui que j'ai fait en vidéo récemment, qui est le OnePlus Nord CE 5G. J'ai fait une vidéo dessus si vous ne l'avez pas vu. J'ai aussi un concours pour essayer d'en gagner un si vous êtes intéressé. Je vous mettrai un lien dans la description. Il y a juste il y a plusieurs actions que vous pouvez faire pour le gagner, mais l'action de base qui vous garantit d'être dans le concours, c'est juste littéralement cliquer sur un lien YouTube et finir sur ma chaîne YouTube. C'est juste pour confirmer que vous avez bien fait ça. Et il faut que vous mettiez vos informations parce qu'évidemment, si vous gagnez, comment je fais pour vous contacter? Ça semble logique. Dans tous les cas, ça ne concerne pas ce smartphone-là qui est sorti, qui est intéressant, mais évidemment, il y a d'autres téléphones intéressants pour le même prix. Non, ici, ça parle du OnePlus Nord N200 plutôt, qui est une nouvelle addition dans la gamme Nord, qui, selon moi, la gamme Nord, le premier OnePlus Nord, ça allait, il était intéressant, mais un peu cher. Le CE, au final, était intéressant pour le prix, donc ça va encore, même si il est un peu cher par rapport à Xiaomi ou Realme. Mais les N100 et les N10, notamment, ont été des smartphones vraiment bof. Franchement, vraiment bof.
Et là, le N200, selon moi, est tout aussi bof. Parce que je vais vous lire les specs et vous allez me dire si c'est un smartphone intéressant. Vous avez un écran 90 Hz, un Snapdragon 480, 4 Go de RAM. D'ailleurs, vous avez un jack, waouh, un micro SD. Et tout ça pour la modique somme de $240. C'est un smartphone qui sort que aux États-Unis, d'ailleurs, pour information. Est-ce que ça vous semble être un bon prix? Personnellement, je ne pense pas. Genre $240 pour un Snapdragon 480 et 4 Go de RAM en 2021. Je sais pas ce que pense OnePlus des fois. Genre, c'est ça qui est bizarre, c'est que des fois, ils font des bonnes décisions. Par exemple, le OnePlus Nord CE, c'est une bonne décision, même s'ils auraient pu être un peu plus agressifs niveau prix. Ça va, c'est une bonne décision. Et là, ça pour $240, qu'est-ce que c'est que... Franchement, qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Qu'est-ce qu'ils espèrent avec ça? Genre, ça ne concurrence pas du tout Xiaomi, ça ne concurrence pas du tout Realme, qui sont présents sur le marché américain. Et au final, ça se demandait, oui, qui s'est dit que c'était une bonne idée? Même pour, franchement, avec ces specs-là, je ne l'achèterais même pas pour 170 euros. Franchement. Même avec la qualité OnePlus et tout ça, je ne l'achèterais pas pour 170 euros. Parce qu'en plus, un truc qu'il faut savoir avec la gamme Nord, notamment les N100, N10 et N200, qui sera certainement le cas, c'est qu'ils ne profitent pas des mêmes mises à jour. Genre, vous n'avez pas autant de mises à jour dessus. Il me semble que OnePlus promet beaucoup moins de mises à jour dessus. Et du coup, ils sont moins intéressants en fait. Ils sont beaucoup moins intéressants. Donc, yep, ma foi, en plus de Facebook qui continue de faire des décisions vraiment détachées du marché, je suppose que vous avez aussi OnePlus qui continue de... Voilà. Je rappelle que la catchphrase de OnePlus, c'était Never Settle, qui est en gros ne jamais s'arrêter pour quelque chose, toujours aller de l'avant en gros. Hein, ne jamais se contenter de quelque chose, quoi. Ils ont settle, en fait. Ils se sont arrêtés et puis ils se sont dit, c'est suffisant. On va pas aller plus loin. Et, yep, leur catchphrase, franchement, est très mal respectée. Mais dans tous les cas, vous pouvez gagner un OnePlus Nord CE en suivant le lien dans la description si vous êtes intéressé. En plus, c'est le grand modèle avec 256 Go de stockage. Celui que vous ne devriez vraiment pas acheter. Et 12 Go de RAM. Ce qui est, encore une fois... vous ne devriez pas l'acheter. C'est beaucoup de trop. Ensuite, on a une autre news par contre qui va être beaucoup plus intéressante pour la plupart des gens. C'est tout simplement au niveau du fait que nous avons un peu plus d'informations sur le prochain processeur Samsung avec une partie graphique AMD qui serait basée sur l'architecture d'ailleurs RDNA 2.0. C'est la même architecture que vous avez sur leur carte graphique actuelle, les RX 6000, ainsi que dans les consoles de nouvelle génération. Donc, c'est vraiment la meilleure architecture qu'a AMD pour le moment. Elle est aussi très efficace au niveau énergétique. On a pu le voir notamment au niveau des ordinateurs portables. Et ça, c'est très intéressant. Et du coup, yep, vraiment hâte de voir ce que ça donne. Donc, ce qui est intéressant, c'est que déjà, vous avez cette image-là qui est tirée de la présentation du Computex. Et vous pouvez voir que c'est écrit High Performance Mobile Phone. Donc, et puis, ils montrent RDNA 2.0. Donc, basiquement, ils disent « Hey !» peut-être pour un smartphone. C'est quelque chose qu'on n'était pas sûr parce que Samsung a parlé un petit peu justement de cette puce dernièrement. Ils avaient dit que c'était plus pour peut-être un ordinateur portable et là j'étais en mode ouais, non merci, c'est pas intéressant du tout. Donc visiblement peut-être que ça va revenir pour un smartphone. Peut-être que ça a toujours été prévu pour un smartphone, c'est juste qu'ils ont mal parlé la dernière fois. Dans tous les cas, c'est un processeur qui aurait dû être présenté en réalité au mois de juin. Donc on aurait dû avoir toutes les informations au mois de juin, mais malheureusement il y a des retards de production. Donc, il serait présenté au mois de juillet, ce qui au final est juste dans une dizaine de jours. Bon, évidemment, ce ne sera pas présenté tout pile début juillet, mais il sera présenté le mois prochain. Donc ça, c'est quelque chose qui personnellement m'intéresse beaucoup. Parce que, je vous le rappelle, si vous regardez le marché des processeurs mobiles en ce moment, vous avez Apple qui fait leur truc de côté. Ils font des très bons trucs, mais genre c'est dans les iPhones, donc il y a certains désavantages avec les iPhones. Vous avez Qualcomm. Et puis vous avez quelques acteurs à côté. Vous avez Mediatek qui ont des bons processeurs. Vous avez les Dimensity 1000, 1200 et 800 qui sont plutôt intéressants et qui sortent dans des smartphones plutôt intéressants au niveau prix. Hein. On parle ici de smartphones à 300 € qui ont des processeurs au final aussi puissants que des Snapdragon 865. Mais ils sont quand même pas au niveau des Snapdragon 888. Et aussi un truc que vous remarquez très vite avec tous ces processeurs, c'est qu'ils sont tous très puissants au niveau CPU, mais le GPU, genre, est toujours un peu à la traîne.
Je rappelle que la Nintendo Switch utilise la puce Tegra X1 de Nvidia qui est sortie là plus de 6 ans facilement maintenant. Et c'est seulement avec le Snapdragon 865 qu'on a vu un processeur mobile dépasser cette puce au niveau graphique. Il a fallu des années et des années. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, imaginez si AMD ici sort au final quelque chose de très intéressant parce que c'est basé sur RDNA 2, donc c'est une architecture très récente, très efficace au niveau énergétique. Imaginez s'ils nous sortent un très bon processeur, tout simplement, graphique en tout cas, enfin un très bon GPU, on pourrait avoir vraiment du mouvement au niveau des téléphones. On pourrait, si Samsung faisait un gaming phone, donc un smartphone gaming, on pourrait avoir un vrai smartphone gaming, pas juste genre oh, on a mis le même Snapdragon 888 que tout le monde, mais on a mis une énorme chambre à vapeur et on a mis un ventilateur et des lampes RGB. Ça change rien, quoi. Mais là, si on a vraiment une bonne partie graphique, ça pourrait être très intéressant. Donc c'est pour ça que moi, personnellement, je suis impatient de voir ce que ça donne. Il y a enfin du mouvement. Évidemment, ce sera certainement dans un smartphone ultra haut de gamme, mais c'est quelque chose qui peut-être, au fur et à mesure, si ça marche bien en tout cas, va redescendre vers les smartphones milieu de gamme aussi. Et donc, ce sera intéressant. Et franchement, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Une autre news très intéressante de quelque chose que j'ai envie de voir ce que ça donne aussi, c'est les cartes graphiques de chez Intel. Donc, Intel avait sorti le DG1, je vous rappelle, qui était une carte graphique un petit peu de test pour voir ce que ça donne, qui n'avait pas une énorme puissance. Elle a été testée, elle n'était pas plus puissante qu'une GT 1030, c'est pour dire c'est pas très puissant comme carte graphique. Mais c'était intéressant, parce que c'était enfin Intel qui fait quelque chose de différent surtout, et surtout qui se lance dans un marché où on a besoin de concurrence. On a besoin d'un troisième acteur qui fait des cartes graphiques. Pourquoi? Parce que Nvidia domine globalement ce marché actuellement. AMD a sorti des très bonnes cartes graphiques, mais le problème c'est qu'il n'y a pas assez de stock pour concurrencer Nvidia. Donc si on avait un troisième acteur, ce serait fantastique. Franchement, c'est la seule chose que je demande. Plus d'acteurs dans le marché des GPU et aussi plus d'acteurs dans le marché des CPU, ça ne fait de mal à personne, à part à ces marques-là, mais on s'en fiche parce que pour le consommateur, ça veut dire des produits moins chers. Du coup, nous avons des informations sur le DG2 qui serait la première vraie grosse carte graphique de chez Intel. C'est un modèle qui n'est pas le plus haut qu'on a vu, donc notamment il y a un modèle avec 512 execution units qui doit sortir. Ici, ce modèle en aurait 448, donc il est un peu moins puissant que le plus grand modèle qui existe. Il aurait une fréquence d'1,8 GHz et du coup, elle serait un peu moins puissante, cette carte graphique, qu'une RTX 3070, ce qui est extrêmement intéressant selon moi. Elle n'a pas besoin de dépasser, franchement, cette carte graphique n'a pas besoin d'être la plus puissante. Elle n'a pas besoin d'être aussi puissante qu'une RTX 3080 Ti ou 3090. Si déjà elle vous offre des performances d'une RTX 3060 Ti ou 3070 pour le même prix, le vrai prix, hein, pas le prix scalper, moi je dis c'est bon, on n'a pas besoin de plus. Les gens n'ont pas envie forcément de la toute grosse carte graphique qui existe. Les gens veulent une carte graphique abordable qui a des bonnes performances par rapport à la concurrence. Et si Intel délivre ça, honnêtement, ce serait très intéressant. Donc c'est pas le... On n'a que ça au final comme information, on n'a pas vraiment plus. On sait aussi qu'il y a un modèle avec 128 execution units qui doit sortir et qui serait 12% plus performant qu'une GTX 1650. Encore une fois, plutôt intéressant niveau prix. Même si selon moi, j'aimerais énormément un modèle avec par exemple 256 execution units qui serait au niveau de peut-être une RTX 3000... Non, ce serait plus une RTX 2060, je suppose, mais qui coûterait dans les 200 euros. Là, on aurait une très bonne carte graphique. Mais bon, dans tous les cas, c'est des leaks, évidemment, donc à prendre avec des pincettes. Mais si ça se confirme, ça va être très intéressant. Par contre, la mauvaise nouvelle dans tout ça, c'est que ces cartes graphiques sont un peu en retard. Elles devaient arriver pour 2021. Techniquement, elles sont arrivées pour 2021, mais ce modèle-là en particulier sortirait plutôt pour la première partie de l'année 2022. Donc malheureusement, c'est pas encore pour tout de suite. Mais bon, au moins on peut se réjouir sur le fait que d'ici 2022, le prix des autres cartes graphiques aura baissé et qu'on aura du choix, peut-être, éventuellement, j'espère. Et enfin, la dernière news, qui est tout aussi importante que les autres selon moi et qui est même très intéressante, c'est au niveau de AMD Fidelity FX Super Resolution, ou FSR, qui est évidemment, je vous rappelle, le concurrent à NVIDIA DLSS, qui
sort normalement par rapport à la sortie de cette vidéo aujourd'hui. Alors moi je tourne la vidéo un jour à l'avance, donc c'est pour ça que je n'ai pas des chiffres de performance ici à vous montrer, mais je vais le tester parce que nous avons la liste de jeux qui supportera FSR à la sortie directement. Et nous avons aussi une liste de jeux qui le supportera un peu après la sortie. Donc nous avons 22 Racing Series, ok. Anno 1800, ça c'est plutôt intéressant. Nous avons Evil Genius 2, Godfall, qui est évidemment un jeu qu'on a vu beaucoup présenté avec les RX 6000, King Shunt, Terminator Resistance et The Rift Breaker. Et on aurait plus tard Asterigos, Baldur Gate 3, Dota 2, ça c'est très intéressant, Age of Eternity, Far Cry 6, ok, Farming Simulator 2022, très intéressant parce que c'est un jeu qui, des fois, mériterait un peu plus de performance, Forspoken, Myst, Necromunda Iron Gun, plutôt, Resident Evil Village, Swordman Remake et Vampire de Masquerade Blood Hunt. Et vous avez une liste de développeurs qui supportent tout ça. Vous avez les plus notables. Vous avez Unity, qui est fait par Valve, et vous avez Valve aussi qui supporte. Et dans les autres, honnêtement, vous avez évidemment Focus Home Interactive, donc c'est 2K aussi derrière, donc c'est Civilization et tout ça. Donc c'est très intéressant aussi. Et vous avez aussi Ubisoft ainsi que Warner Bros. Games. Donc des assez gros studios. Et notamment avec Unity, c'est très intéressant parce que Unity est utilisé dans beaucoup de jeux indés qui sont sur Steam. Donc si FSR est supporté nativement dans Unity, vous devriez le voir arriver dans plein de petits jeux indés. Et ça, c'est plutôt intéressant. Et du coup, encore une fois, les performances... Enfin, des tests de performance ainsi que des tests de qualité, parce que c'est pas juste « Oh, les performances sont meilleures », il faut regarder la qualité. Eh bien, ça arrivera dans une vidéo. Je vais vous faire une vidéo, c'est prévu. J'ai ma config de test qui est déjà prête. Et dès que le patch est sorti pour Anno 1800 notamment, c'est celui que je veux tester le plus. Parce que c'est un jeu où on va pouvoir voir s'il y a une dégradation de qualité assez facilement. Parce que c'est un jeu de stratégie où vous êtes très dézoomé. Hein. Vous pouvez vraiment regarder de haut votre ville. Du coup, s'il y a une dégradation de qualité ou par exemple on manque des détails sur la ville ou autre chose, ça se verra très facilement. Et j'ai envie de voir ce que ça donne. J'essaierai aussi de quand même tester Godfall parce que Godfall est littéralement le jeu que AMD a présenté partout. Donc si ça ne marche pas très bien pour Godfall, il y a de fortes chances que ça ne marche pas très bien pour le reste des jeux. Donc yep, je ferai des tests. Je vais tester avec une RX 6700 XT pour vraiment avoir une carte graphique AMD récente pour tester. Mais j'essayerai aussi de vous faire peut-être un petit test avec une RTX 2060 par exemple, pour vous montrer que ça marche avec une carte graphique Nvidia, et ça devrait être aussi tout ainsi intéressant. Mais bon, en attendant, je ne peux pas vous garantir que la vidéo sortira le 23 forcément, peut-être qu'elle sortira le 24, selon le temps que je vais prendre pour faire mes tests, donc voilà, désolé d'avance. Mais yep, c'est prévu. Je vais faire des tests là-dessus et surtout je vais vous faire des tests de qualité. Donc je vais vous filmer ce qui se passe à l'écran et je vais vous montrer des screenshots et tout ça, vous montrer quand c'est activé, quand c'est désactivé et ça vous permettra de juger est-ce que ça vaut la peine de l'activer ou est-ce que ça dégrade trop la qualité tout simplement. Donc yep, ça devrait être plutôt intéressant et donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer ça. Et du coup c'est à peu près tout pour ce Texamash aussi, j'espère que vous avez bien apprécié. Si vous voulez soutenir la chaîne, encore comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou vous abonner. Ou si vous n'êtes pas intéressé, vous pouvez laisser un pouce rouge. Et aussi, vous avez les liens Amazon vers les 2 petits deals que j'ai trouvés. Il y en a d'autres en réalité, mais encore une fois, je déteste chercher dans les deals Amazon Prime. C'est juste... Il y a énormément de produits qui servent à rien. Et il y a juste un petit deal caché quelque part. Amazon devrait peut-être faire un petit peu le tri d'avance, mais bon. Bref, dans tous les cas... Vous aurez les liens vers Amazon sur ces 2 offres que j'ai vues, notamment le BX500 qui est très intéressant. Si vous les achetez, ça soutient la chaîne, donc merci d'avance si vous le faites. Du coup, merci à tous et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!